Bonsoir à tous. Éclairage cette semaine sur la situation des filles et des femmes en Côte d'Ivoire à l'occasion du passage en France de sœur Christiane Baka, religieuse de la congrégation des sœurs Notre-Dame de la Paix de Côte d'Ivoire, congrégation dédiée à l'éducation des filles. Sœur Baka qui était aussi doyenne de la faculté de philosophie de l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest à Abidjan. Mais avant de l'entendre, on va commencer comme chaque semaine par quelques repères. La Côte d'Ivoire est située en Afrique de l'Ouest. Elle partage ses frontières avec le Libéria, la Guinée, le Mali, le Burkina Faso et le Ghana. Sa capitale administrative et politique est Yamoussoukro, sa capitale économique, Abidjan. La Côte d'Ivoire compte environ 26 millions d'habitants. Côté religion, eh bien, les chrétiens et les musulmans représentent chacun autour de 40% et les animistes 20%. Sœur Christiane Baka, merci beaucoup d'être avec nous. Merci Stéphanie. À l'occasion de votre passage ici. Alors, avant de parler avec vous de la situation des filles et des femmes dans votre pays, la Côte d'Ivoire, c'est un sujet que vous connaissez bien, la situation des femmes. Eh bien, on va faire un petit peu connaissance avec vous et pour nos téléspectateurs. En quelques mots, vous êtes docteur en philosophie de l'Institut catholique de Paris et de l'Université de Poitiers. Vous êtes titulaire d'un master en théologie et enseignant-chercheur. Et je le disais, vous êtes doyenne de la faculté de philosophie de l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, à Abidjan. La congrégation de Sœurs Notre-Dame de la Paix a été fondée en 1965. Elle compte 176 sœurs actuellement, qui sont au service de nombreuses écoles dans tous les diocèses du pays, dont une dizaine à Abidjan. Oui. Ma sœur, vous avez un parcours tout à fait hors norme, académique, professionnel aussi. J'ai envie de vous poser cette première question. Est-ce que vous êtes une exception parmi les femmes ivoiriennes ? Oh, une exception, peut-être pas, parce qu'il existe dans les universités de Côte d'Ivoire plusieurs femmes, des universitaires. Parmi les philosophes, par exemple, il y a plusieurs femmes. En revanche, pour ma congrégation, je peux dire que je suis une pionnière dans les études universitaires, d'autant plus que je suis la première à être allée au-delà du deuxième cycle. Mais ça a commencé tout banalement. J'étais partie pour faire 2 ans d'études de philosophie, pour continuer en théologie et ensuite repartir au noviciat où je devais prendre en charge la formation des novices. Et pendant mes études universitaires, mes professeurs ont encouragé mes supérieurs à me laisser continuer les études. Et c'est comme ça que je me suis vue faire une thèse en philosophie. On peut dire que c'est par accident. Rien que ça, et par accident. Par accident, oui, par accident, oui. Bon, après, c'est à moi maintenant d'encourager ma famille religieuse à envoyer les sœurs aux études et à leur demander d'aller le plus loin possible qu'elles peuvent. Parce que, bon, aujourd'hui, les thématiques nouvelles demandent quand même une certaine préparation des nouvelles éducatrices que nous sommes par rapport à celles qu'étaient nos sœurs au début de la congrégation. Alors justement, quelles sont les évolutions ? Ben, les évolutions, quand la congrégation est née en 1965, on peut revenir rapidement sur son charisme fondateur. Nous avons été fondés par le cardinal Bernard Yago, c'est le premier évêque ivoirien. Et donc, en 1965, nous sommes au lendemain des indépendances de la Côte d'Ivoire. Il y a aussi l'événement de Vatican II qui est là, qui explique. Et donc, les forces vives masculines étaient sollicitées pour un pays en construction. Et les femmes étaient plus ou moins reléguées au second plan, peut-être pas le plus vilain des plans parce qu'il s'agissait d'être les piliers des maisons, mais la scolarisation des jeunes filles n'était pas la priorité dans le temps, ça se comprend, il fallait des hommes qui puissent construire le pays. Et à côté de cela aussi, on pourrait noter des situations de précarité de femmes dans les milieux ruraux. Il y a une situation qui a été au cœur même de l'initiative du cardinal Bernard Yago, c'était de voir, par exemple, des femmes qui, après avoir vécu de nombreuses années avec un homme qui décède, se voyaient expropriées de leurs biens et tout. Donc tout cela a poussé le cardinal Bernard Yago à fonder d'abord une ligue des femmes, une ligue des femmes pour lutter
contre la précarité et la maltraitance, on va dire, des femmes. Et l'idée lui est venue également, en union avec la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, de fonder la congrégation Notre-Dame de la Paix pour aller vers les femmes en vue de travailler à leur promotion humaine, spirituelle et intellectuelle. Alors, l'évolution, on la voit très nettement. Donc, dans un premier temps, ce sont les milieux ruraux pour aider les femmes à se prendre en charge, leur foyer. Mais très vite, des besoins nouveaux naissent dans les villes, d'où la multiplicité des écoles que vous avez. Des établissements. Aujourd'hui, alors, on va reprendre quelques chiffres qui sont assez révélateurs, et qui concernent l'enseignement secondaire général, et pour voir un petit peu quelle est la répartition par genre dans ces lieux-là. Alors, on compte 31% de filles contre 69% de garçons dans les établissements secondaires, donc un tiers de filles. Et du côté des enseignants aussi, la présence féminine, elle diminue encore un peu plus, puisqu'il y a seulement 18% de femmes contre 82% d'hommes, selon le ministère de l'Enseignement de Côte d'Ivoire. Ces chiffres en soi sont très parlants, cet écart. Pourquoi est-ce qu'il y a encore cet écart aujourd'hui, en 2021 ? Alors, la disparité peut s'expliquer surtout pour la scolarisation à plusieurs niveaux. Il y a la pauvreté des parents. Il y a le décrochage des filles qui s'explique, le décrochage dû aux grossesses et mariages précoces. Il y a l'éloignement des milieux d'études, l'éloignement des parents des milieux d'études. Donc, les filles, après le CM2, sont appelées à partir en ville et il peut se trouver qu'il n'y ait personne pour les accueillir. Bon, qu'est-ce qui leur arrive ? Elles partent en ville avec leur famille ou... Non, elles ne peuvent pas partir en ville avec leur famille. Justement, elles arrivent en ville où elles ne trouvent souvent pas de tuteurs pour les accueillir, pour pouvoir continuer les études. Et d'ailleurs, là aussi, il y a une action de notre congrégation et de plusieurs autres congrégations qui sont à noter. Il existe des foyers de jeunes filles pour accueillir justement ces filles qui viennent des villages et qui ne peuvent pas trouver d'habitation dans les villes pour continuer les études. D'accord. Ouais. D'accord. Donc ça, c'est il y a cela. Il y a aussi le fait de la tradition. Les femmes, les petites filles sont des mères en devenir, des épouses en devenir. Et bon, ce qui explique les mariages précoces. Alors, ces chiffres-là, dans les villes, bon, on peut trouver une parité entre garçons et filles au collège, mais ça s'explique du fait que les villages reculés ou des villes plus loin, plus éloignées d'Abidjan, bon, il y a le décrochage qui fait que les filles, le taux d'alphabétisation ou de scolarisation des filles est inférieur à celui des garçons. Alors, l'école est obligatoire de 6 à 16 ans en Côte d'Ivoire. Dans les faits, on en est loin ? Oui, depuis 2016, donc, le président encourage justement la parité. Alors, la parité, elle est quasi existante jusqu'au CM2 et après, comme vous avez vu tout à l'heure, ça baisse. Cela explique aussi le fait qu'il faut peut-être beaucoup plus encourager les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Ils ne le voient pas comme une nécessité, ça ? Pour certaines familles, peut-être pas. Et moi, j'ai envie de dire que ça s'explique aussi par le fait du marché du travail. Le marché du travail est lié à l'éducation. Si, par exemple, vous n'avez pas de représentativité des femmes plusieurs femmes, par exemple, qui soient comme des indicatrices pour les jeunes filles, bon... il faut des modèles. Il faut des modèles, oui. Il faut des modèles. Vous avez le sentiment, vous, d'incarner un peu ce modèle ? Je l'espère parce que j'encourage justement mes étudiantes à croire en elles et à savoir qu'elles ont les mêmes potentialités que les garçons, avoir une bonne image d'elles-mêmes et savoir que, comme les garçons, elles peuvent aller très loin dans les études. Ouais. Et justement, vous évoquez la question de l'image que peuvent avoir les jeunes filles d'elles-mêmes. Eh bien, on va justement entendre le témoignage de Sœur Moya Assemien, qui est directrice du collège d'enseignement technique féminin de Trégueville, près d'Abidjan, et qui nous explique que pour aider des jeunes filles déscolarisées, eh bien, votre congrégation les forme à des métiers, mais il s'agit avant tout de leur redonner confiance en elles. On l'écoute. C'est souvent les laisser pour compte. Et donc, quand elles viennent avec beaucoup de frustration, beaucoup d'angoisse aussi, parce qu'elles se disent qu'elles ont échoué quelque part. Et maintenant, elles viennent encore
sur les bancs d'école. C'est souvent des filles qui ne veulent pas aller à l'école. Mais les parents ne pas les laisser à la maison, ou nous-mêmes, nous rencontrons et nous leur demandons de venir parce que c'est important de savoir lire et écrire. C'est important d'être indépendant financièrement pour pouvoir aussi contribuer au foyer. Voilà, donc ce sont des jeunes qui viennent avec beaucoup de blessures. Et nous commençons par les rassurer, nous les mettons en confiance et elles comprennent que c'est possible de réussir à l'école, quel que soit ce qu'on a vécu auparavant. Elles sont épanouies et les parents aussi sont très contents à la fin parce que quand ils viennent, ils nous disent, mais ma soeur, ce n'est plus la même personne. Voilà, ce que l'on entend à travers ce témoignage, c'est que finalement, l'approche que votre congrégation aura, c'est une approche globale. Ce n'est pas simplement d'aller apprendre à lire et à écrire, mais c'est aussi de pouvoir se déployer pleinement. C'est ça l'enjeu ? Oui, c'est une approche holistique. Nous ne nous contentons pas simplement de remplir des têtes de connaissances. Oui. Il faut aussi travailler la personne de l'intérieur pour qu'elle se prenne en charge elle-même, parce que le développement, ce n'est pas d'abord extérieur. Le développement, c'est d'abord la personne qui a à se comprendre comme personne humaine avec sa dignité, avec sa liberté. Et j'ai envie de dire, bien que nous sommes en terrain chrétien, comme enfants de Dieu, à l'image de Dieu. Et donc, c'est un travail que nous faisons. La promotion, c'est toute la personne, une promotion intégrale. Il ne suffit pas seulement de former des bras pour des métiers plus tard. Ce qu'on entend aussi, c'est qu'elles arrivent avec des blessures, avec voilà, beaucoup de difficultés finalement. Est-ce que c'est ça aussi la situation de la fille, de la femme en Côte d'Ivoire ? On sait que dans beaucoup de pays d'Afrique, le combat pour la dignité des femmes reste encore très actuel. Est-ce que c'est le cas chez vous aussi ? Oui, c'est le cas. Oui. Et ça s'explique de plusieurs manières. Vous trouvez dans les milieux ruraux des défis qui sont différents de ceux des milieux urbains. Par exemple, en milieu rural, vous savez que la femme en Afrique n'hérite pas de terre. Et en Côte, vous savez aussi que la Côte d'Ivoire reste en majorité un pays dont l'économie est fondée sur l'agriculture. Donc, une femme qui ne peut pas accéder à la terre, c'est une femme pauvre. Et donc, il y a ce problème-là dans les milieux ruraux. Les femmes sont en majorité tributaires, par exemple, sur le plan économique de leur mari, de leur père ou de leur frère. Mais dans les milieux urbains, les défis sont autres. Les défis sont autres. Ces jeunes filles dont parle sœur Moya, c'est souvent des filles qui sont allées jusqu'au CM2 et qui n'ont pas pu continuer avec les échecs scolaires. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, peut-être des grossesses précoces ou peut-être une mauvaise image d'elles-mêmes qui fait qu'elles pensent qu'elles ne peuvent pas aller au-delà de CM2. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ce fait-là. Et il y a un travail qui doit se faire du coup aussi avec l'environnement familial, les parents. Oui, absolument. Les parents, il faut sensibiliser les parents, leur faire comprendre que l'école, c'est peut-être grâce à l'école que la question de l'égalité effective entre hommes et femmes va se faire. Donc travailler également la mentalité des parents. La femme n'est pas faite uniquement pour être la future épouse d'un homme. Elle est capable, elle aussi, d'étudier et de contribuer ainsi au développement du pays. En quoi c'est une nécessité que cette femme, la femme, soit formée, justement? C'est un pilier aussi pour l'avenir du pays? Oui, absolument. Dans tous les cas, l'égalité entre hommes et femmes est un facteur de développement du pays. Si les femmes sont à la traîne, on ne peut pas parler de développement d'un pays. Donc, il faut un concours mettre tout ensemble, mutualiser les forces pour développer à la fois les femmes, développer dans le sens vraiment de les aider à se construire comme personnes humaines, et les hommes pour que le développement tant attendu soit effectif. On ne peut pas continuer à compter uniquement sur les forces masculines, fût-elles fortes. Les femmes ont leur mot à dire. Et d'ailleurs, en Côte d'Ivoire, vous trouvez beaucoup de secteurs qui sont investis par les femmes. J'ai été une fois impressionnée en partant dans une ville où je devais donner un cours à 5 heures du matin, de voir des femmes dans le marché, que des femmes, et elles sont là depuis 4 heures du matin. Certaines ont même dormi là, ne serait-ce que pour avoir ce qu'il faut pour subvenir aux besoins de leur famille.
Et donc, les femmes occupent une place importante dans l'économie qui n'est pas négligeable. Il est important que ce soit les autorités du Côte d'Ivoire ou l'Église ou les congrégations religieuses comme la nôtre aient conscience que la femme a à être promue pour favoriser effectivement le développement de la Côte d'Ivoire. On parlait de la situation des parents aussi à encourager pour aider leurs enfants et leurs filles à aller vers l'école. Alors c'est toujours évidemment pas la même situation, ville, campagne, l'accès à l'école est plus ou moins facile. Mais pour vous, ça s'est passé comment? Est-ce que c'était un souhait de la part de vos parents que vous poursuiviez des études? Bon, mes parents sont en ville, donc c'est plus facile. Alors depuis la classe de CM2, j'ai voulu être religieuse. Mes parents ne le voulaient pas. Donc, je suis allée contre leur gré. Après le bac, j'ai dit non, je rentre et je suis partie. Donc, je n'ai pas eu de problème parce que bon, mes parents étaient... Mon père est enseignant au collège, ma mère est infirmière, donc le problème ne se posait pas pour moi. Mais la chance que moi j'ai, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Ça, vous avez conscience de ça aussi, oui, que ça peut être... évidemment plus difficile pour certains. Après, ça a beaucoup évolué. Hein, ça a beaucoup évolué. Déjà, ma mère a plus de 67 ans. Elle a été scolarisée, contrairement à ses grandes sœurs qui ne l'ont pas été. Donc, on voit quand même que les lignes bougent. Dans le temps, on favorisait la scolarisation des petits garçons au détriment des filles. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, on donne la chance à tout le monde, quitte à ce qu'après, malheureusement, les filles, on constate un décrochage à un certain niveau de leur scolarisation. Et peut-être moins d'encouragement pour favoriser cela. Alors l'autre enjeu en Côte d'Ivoire, c'est de former les éducateurs. On va écouter le témoignage du frère Valère Adonsou, qui est lassalien et directeur du CELAF Institut, un centre qui forme les instituteurs, éducateurs, certains laïcs ou religieux. On l'écoute. Ce qui caractérise notre engagement dans l'éducation, c'est que l'éducateur puisse vivre, disons, sa profession comme un ministère et mettre au cœur de son travail éducatif l'élève, le respect de sa dignité et être un médiateur, hein, être un accompagnateur pour l'aider à s'épanouir, pour l'aider à grandir. Les enfants, ils trouvent en ces éducateurs véritablement comme des grands frères. Donc, c'est une communauté fraternelle. La communauté de formation est une communauté fraternelle où il n'y a pas cette velléité d'avoir de l'ascendance sur les personnes, de dominer les personnes, mais de les considérer comme des frères et des sœurs. Ma sœur, c'est quoi l'enjeu d'avoir de bons éducateurs aujourd'hui ? Alors pour moi, le bon éducateur, c'est celui qui sait allier à la fois instruction et éducation aux valeurs. Et donc avoir de bons éducateurs aujourd'hui est très important pour ne pas se contenter uniquement de faire lire les enfants, mais de leur apprendre aussi des valeurs, des vertus qui d'ailleurs sont seules à les préparer véritablement à se prendre en charge, hein, comme personne humaine et ensuite avoir une place dans la société. Alors ma soeur, il y a une question dont on n'a pas parlé, mais qui est quand même au cœur d'abord de votre congrégation, Notre-Dame de la Paix. C'est la question de la paix en Côte d'Ivoire qui est en chantier. On sait qu'il y a eu des périodes compliquées, notamment en 2010, au moment des élections, avec des violences, 3000 morts. Voilà, on avait parlé de projets de réconciliation. On en est où? Et qu'est-ce que, justement, les filles, les jeunes femmes peuvent apporter dans ce sens-là? Alors, les efforts de réconciliation, c'est continu. Notre congrégation, comme vous l'avez dit, hein, s'appelle Notre-Dame de la Paix. Pendant de longues années, nous n'avons peut-être pas pris conscience véritablement de notre charisme de paix, puisqu'il y avait une quasi-paix en Côte d'Ivoire. Quand la crise a commencé dans les années déjà 1999 et plus tard, nous avons redéfini notre charisme et nous avons mis au centre la question de la paix.
Du coup, nos programmes de formation, nos programmes d'enseignement ont pris véritablement en charge la dimension de la paix et de la formation de l'éducation à la paix. Alors, il existe aujourd'hui dans la quasi-totalité de nos écoles des cellules, des cellules que nous avons dénommées porteurs de paix. Donc, ce sont des jeunes filles ou des petits garçons, parce que nous avons quelques écoles qui sont mixtes. Donc, des filles que nous accompagnons en faisant d'elles des ambassadeurs de la paix. Comment, par exemple, dans la cour de la récréation, être des porteurs de paix, des artisans de paix auprès de leurs amis pour désamorcer certains conflits entre eux, ou comment faire pour éviter ces conflits. Et ces filles-là sont après, nous espérons, nos ambassadrices dans leur famille et dans la société. C'est vrai que ce n'est pas énorme au plan national ce que nous faisons, mais nous espérons que cela fasse tache d'huile et comme le travail du colibri, arriver à la fin à impacter la société, à impacter la société positivement sur les questions de paix et d'harmonie. Merci beaucoup, sœur Christiane Baka, d'être venue sur ce plateau. Et place tout de suite à quelques autres actualités dans le monde. Le 34e voyage apostolique du pape François de 4 jours en Europe centrale, Hongrie puis Slovaquie s'est achevé hier 15 septembre par la célébration d'une grande messe au sanctuaire Notre-Dame des Sept Douleurs, la sainte patronne de la Slovaquie. Vous pouvez retrouver toutes les étapes et analyses de ce voyage sur kto-tv.com. Le patriarche maronite Béchar Haraï a déclaré le 15 septembre que le peuple libanais et les communautés arabes et internationales attendent que le nouveau gouvernement sorte le Liban de cette situation difficile. Le 10 septembre, après 13 mois d'attente, le nouveau Premier ministre libanais, Najib Mikati, entrepreneur dans les télécommunications et plus grosse fortune du pays, a annoncé la composition du nouvel exécutif. L'Institut chrétien d'Orient, lieu unique pour mieux connaître les chrétiens d'Orient et soutenu par l'œuvre d'Orient, a ouvert ses portes pour sa deuxième rentrée. Après une première année qui a accueilli 200 étudiants d'une dizaine de pays, quelles sont les nouveautés prévues? Nous avons posé la question à son fondateur et directeur, Antoine Fleffel. Pour cette nouvelle année, beaucoup de nouveautés. Nous pensions en première année doubler de taille, mais en fait nous avons quadruplé de taille en deuxième année, parce que la demande est grande et parce que les défis sont quelque peu déterminants aujourd'hui pour l'avenir des chrétiens d'Orient et de toute la région. Pour cette deuxième année, nous proposons 12 cours en français, selon des filières différentes, tous donnés par des spécialistes. Tous nos professeurs sont des professeurs universitaires reconnus par leurs institutions. Nous avons, en plus de ces 12 cours en français, un cours en anglais, c'est une demande, et nous avons un séminaire de recherche. Et ce département de recherche, dans son premier pôle, travaille sur l'édition critique des textes arabes chrétiens. Mais je tiens à dire que tous nos cours se passent en ligne. Il y en a 5 qui ont lieu aussi en présence, ici à Paris, mais les 14 cours se donnent en ligne. Ainsi, n'importe quelle personne au monde pourra suivre ces cours. Et d'ailleurs, si cette personne nous dit « à l'heure du cours, je suis occupé », aucun problème. Nous avons un système de rediffusion, ce qu'on appelle le replay. Cela est pour nous aussi une chance parce que ça nous permet de toucher le plus grand nombre possible de personnes intéressées. Si vous souhaitez en savoir plus, eh bien, un site internet, institutchrétien.org, chrétiendorient.org. Et puis, une bonne nouvelle qui nous parvient du Nigeria, le prêtre nigérian Lucas Benson Yakusak, enlevé par des hommes armés le 13 septembre dans l'état de Kaduna au nord du pays, a été libéré le lendemain par ses ravisseurs. Alors avant de clôturer cette édition, comme chaque semaine, vous retrouvez une chronique du monde, le regard d'un prêtre, d'une religieuse ou d'un laïc sur la vie de son Église. Et ce soir, c'est le père Dominique Lerouzès, prêtre du diocèse de Québec, qui nous parle. Je m'appelle père Dominique du diocèse de Québec au Canada. Pendant la célébration d'un baptême que j'ai célébré en 2018, j'avais devant moi des parents qui voulaient faire baptiser leur enfant. Et quand je leur ai posé la question de leur motivation, eh bien, ils m'ont répondu pour que l'enfant puisse se marier
un jour plus tard à l'Église. Aucune référence au Christ, aucune référence à Dieu. Et ce fut pour moi un choc majeur. J'avais devant moi des jeunes parents catholiques, mais qui n'avaient jamais été évangélisés. C'est à cette époque que j'ai découvert le père James Mallon, fondateur du mouvement Divine Renovation. Il disait ceci: « Nos paroisses existent encore sur un ancien modèle de chrétienté. Aujourd'hui, elles ne vivent pas du tout leur identité missionnaire. Elles attendent que les gens viennent à elles. Et en raison de changements profonds dans notre culture, dans une génération, il n'y aura plus que les paroisses missionnaires qui survivront, les autres s'effondreront. » Eh bien, quand j'ai lu son livre « Manuel de survie pour les paroisses », eh bien, j'avais vraiment l'impression que ce prêtre, il lisait dans mes pensées. Et durant ce baptême, j'ai réalisé qu'en Église, on continue de faire comme si la société était encore catholique et on a perdu, au fond, tous nos réflexes. Nous n'avons pas développé de réflexes missionnaires, comme par exemple témoigner de ce que Jésus a fait dans notre vie. Alors, dans les prochaines capsules, tout au long de l'année, j'aurai la joie de vous partager mes découvertes sur le renouveau missionnaire des paroisses. Merci Père Dominique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle semaine. À jeudi. Au revoir.